Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce podcast Que de numéro 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Svetlana Baranov. Salut Christophe. C'est une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées. Elle a eu 10 000 vies, elle connaît trop de choses, elle fait des mémoires, elle fait des conférences, enfin, elle fait trop de choses. Et j'ai un peu la pression pour la cuisiner dans cet épisode d'aujourd'hui. Svetlana, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bah écoute, merci pour cet accueil déjà. T'as dit plein de choses. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Bah écoute, oui, moi alors je suis Svetlana Baranov. Donc j'ai un peu une passion, on va dire, le monde du travail en général. Donc j'aimerais beaucoup changer la culture et changer la façon dont on travaille. Et aujourd'hui, la façon dont je le fais, c'est en accompagnant les équipes pour mieux fonctionner ensemble ou les directions pour les aider à mieux faire fonctionner leurs équipes. D'accord. Aujourd'hui, j'ai envie de t'accueillir et de cuisiner sur un sujet sur l'autonomie des équipes. Est-ce que t'es OK pour partir sur ça ? Je sais que t'as un sujet sur ça en plus. Oui, tout à fait. Eh bien, si tu peux introduire un peu le sujet rapidement sur l'autonomie des équipes. Alors oui, j'allais dire, je vais remonter un peu loin dans le temps, peut-être pas à la préhistoire, mais assez loin quand même. Donc ce qu'il faut voir, c'est que sur le dernier siècle, la façon dont on a construit les entreprises, vous l'avez sûrement remarqué, c'est un peu hiérarchique, quoi. Donc on est un peu dans l'exécution. Et même dans la société, en fait, on est beaucoup dans l'exécution. C'est on fait ce qui est attendu de nous, ce qu'il faut faire au bon moment, quand il faut le faire. Donc au final, on est tous un peu habitués à exécuter un plan et à ce qu'on nous dise quoi faire, quoi. Mais sauf que, bon, déjà, on a changé un peu d'époque. On n'est plus dans une période aussi stable qu'avant où tout est tracé, tout est calculé, tout est contrôlé, quoi. Donc ça a beaucoup évolué. Mais par contre, on a gardé un peu la culture ancienne, c'est-à-dire que dans une structure hiérarchique, ce qui s'est passé, c'est que on a déresponsabilisé les gens. Les gens, ils sont habitués à ce que, au final, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est pas moi qui porte la responsabilité, c'est pas moi qui sais comment faire. Et donc aujourd'hui, tu vois, quand on parle d'engagement, le sujet c'est ça, quoi. C'est que on me dit souvent, comment je fais pour engager les équipes ? En fait, elles ont jamais appris à être engagées parce que aujourd'hui, on est dans ce comportement-là où, pourquoi je serais engagée si de toute façon j'ai aucun champ d'action possible, quoi. Donc l'enjeu autour de l'autonomie, c'est un peu ça. Ça va avec le changement, de cette structure hiérarchique. Il y a plein de tendances qui vont dans le même sens, quoi. Et donc pourquoi déjà c'est important de redonner de l'autonomie, c'est que c'est ça qui va redonner de l'engagement. C'est que si on donne aucune responsabilité aux gens, il ne faut pas s'attendre derrière qu'ils soient motivés, engagés, etc., quoi. Donc ça, c'est un peu le pourquoi du comment de l'autonomie. Ouais, moi quand je suis sorti d'école et que j'ai fait mes premiers pas d'entreprise, quand il y avait des réunions avec mon manager et les autres personnes de l'équipe, j'arrivais pas à prendre la parole, c'était trop dur. Et j'étais dans le moule un peu comme à l'école, tu vois. J'attends que le professeur me donne les directives et qu'il me donne le plan et après je le déroule, tu vois. Ça me mettait un peu plus dans le confort, tu vois. Mais ça, c'était avant, tu vois. Et d'après ce que t'as dit, oui, ça a changé j'allais dire les mœurs. Ça dépend de la culture d'entreprise. Donc, prenons un cas concret, vu que tu accompagnes plein d'équipes sur ce sujet-là. Comment tu fais justement pour amener le sujet et pour voir déjà si les équipes sont autonomes ou si ils ont la liberté de parole ou s'ils ont la confiance du manager ? Comment tu démarres déjà avec une équipe pour voir tout ça ?
Alors moi, je commence toujours par, enfin, bon, je dis audit, mais en vrai, c'est des entretiens avec les membres de l'équipe et je leur dis que voilà, moi, je suis pas dans le jugement, que je vais pas remonter ce qu'ils ont dit avec un nom, prénom et qui a dit quoi. Et alors déjà, premier point, c'est qu'en fait, elles sont super contentes de partager. Parce que tu sais, on met en place plein de sondages d'entreprises, machin, et cetera. Mais on écoute rarement les gens. Donc déjà, moi, quand je leur parle, ils sont contents que quelqu'un leur parle et que quelqu'un écoute leurs problèmes. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, ouais, comment je m'y prends? Je fais un constat. Après, tu vois, les constats, j'allais dire, ils sont quand même assez similaires. C'est en gros, on pourrait dire un problème de communication. Il y a plein de gens qui vont dire: «Ah oui, mais c'est juste un problème de communication, on va le régler». Mais dans les faits, c'est qu'il y a pas cet esprit un peu d'équipe et de collaboration à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a les managers d'un côté et les équipes de l'autre. Et quand je parle aux équipes, souvent on me dit: «Ben oui, mais nous, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va, on a déjà proposé ça, personne nous écoute». Donc tu vois, il y a comme une rupture en fait entre les 2, quoi. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, tu parles un peu de de la sécurité psychologique. C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et effectivement, si on ne donne pas le cadre pour, aux gens d'agir, ils vont pas agir, quoi. Donc oui, un peu estimer, quelle est leur liberté, d'action et quelle est leur possibilité d'action et à quel point eux, ils se sentent en fait en capacité, d'agir, quoi. Ouais. Après, mon but, c'est pas de jeter la pierre à un manager, parce que tout le monde n'a pas eu les mêmes formations pour le manager. Peut-être que les gens n'ont peut-être pas la même appétence aussi pour ce genre de métier, hein. Peut-être que les gens qui sont passés managers parce que ça a été une promotion, et dans la culture d'entreprise, c'est la promotion de passer manager. Mais ce que je voulais dire, c'est que prenons l'exemple d'un manager qui débute. Il était avant dans l'opérationnel. Là, maintenant, il est leader d'une équipe. C'est dur de, de laisser les clés du camion à des personnes, alors que toi, tu l'as fait et tu sais comment le faire. Et c'est dur de laisser les clés du camion, en fait. Il y a plein de sujets là-dedans, dans ce que tu racontes. Non, déjà, en fait, c'est jamais la faute, enfin, tu vois, ni de manager, ni de l'employé. Enfin, c'est jamais une faute individuelle, c'est une faute collective dans la façon dont les entreprises sont pensées et structurées. Donc déjà, de base, si on faisait plus d'approches, ce qu'on appelle bottom-up, du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on partait un peu vraiment du besoin, du terrain, et qu'on engageait les gens tout de suite dans les projets, dans les sujets, ça serait plus facile. Mais ça, c'est pas la faute du manager en tant que tel ou de l'employé. Sur l'employé qui prend un poste, ça, c'est des cas que, que je rencontre souvent. C'est marrant que tu parles de l'opérationnel. Donc, première erreur du manager, c'est de garder cette partie opérationnelle. Ce qui fait que, du coup, les jeunes managers, souvent, ils essaient de continuer à gérer l'opérationnel et le management. Et au final, ils font 2 journées en une et après, ils disent: «Ah bah, je suis fatigué, je suis en burn-out», etc. Et donc, quand je parle avec eux, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent: «Bah ouais, le soir, quand je rentre chez moi, je fais ça». Et je leur dis: «Mais et pourquoi tu fais ça?» Et en fait, ce truc tout con, mais on leur a jamais dit que, en fait, on te demande pas vraiment de faire de l'opérationnel, on te demande de manager une équipe. Je me souviens, une fois, je bossais chez Danone et on avait un directeur qui était ultra inspirant et il me disait: «Mais moi, je préfère un manager qui bosse pas et qui fasse bosser 10 personnes qu'un manager qui bosse et 10 personnes qui bossent pas», tu vois? Mais c'est un peu ça, en fait, derrière le management, c'est que, enfin, faire fonctionner un groupe, c'est plus important au final que ce que nous, on pourrait livrer individuellement. Et le deuxième point, c'est que cette notion de faire, c'est ce qu'on nous a appris dans nos études, en fait. Aujourd'hui, un des soucis, c'est que un manager, s'il livre pas quelque chose de concret à la fin, il se sent frustré parce qu'on a tellement inculqué que il faut que tu produises, que quand tu produis pas, t'es perdu, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, quand avec le Covid, là, le management à distance, c'est que les gens, ils se sont retrouvés, ah mais attends, mais moi, oh là là, je ne fais rien, donc je suis inutile, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des managers qui surcompensent en essayant de, voilà, absolument de faire des choses parce que peut-être qu'ils perçoivent pas suffisamment leur valeur dans le fait de manager des gens. Mais comme tu l'as dit, manager des gens, tout le monde n'est pas capable de le faire, en fait. Ceux qui ont cette capacité-là à écouter, à partager, à aligner des gens, à communiquer, en fait, c'est un savoir-faire, même si derrière, il n'y a pas un livrable concret, quoi. Mhm. Par les équipes que tu as accompagnées, c'est quoi un peu les drapeaux rouges, les choses qui étaient difficiles à faire bousculer pour justement donner l'autonomie à ces équipes, à changer la donne, parce qu'en fait, on est dans la conduite du changement. C'était quoi les drapeaux rouges que tu as remarqué? En fait, il y a souvent 2 sujets. Il y a un premier qui est, on va dire, on part du principe que les gens sont bons, par défaut, tu vois? Donc pour moi, en fait, dans les équipes, donc souvent les choses qui remontent, c'est vraiment, un peu,
le lien entre la direction et les équipes, tu vois. Il y a trop de ruptures, quoi. Donc moi, mon rôle, en fait, c'est de recréer ce lien et cette communication et les moments d'échange et de redonner la responsabilité aux bons endroits. Dans les problématiques, souvent, c'est voilà la vision. Tu vois, il y a la direction qui dit on va faire ça. À partir du moment où une entreprise fait ça, généralement, les gens sont pas engagés. Tu vois, enfin, c'est comme si, je sais pas si je te disais, bah tiens, on va faire du shopping. Par contre, il faut que tu achètes, tu vois, un jean bleu taille basse, quoi. Bah en fait, tu sais, je te donne, je te donne la récompense, genre ouais, c'est super, on va faire du shopping. Mais par contre, je te dis ouais, mais en fait, tu peux acheter qu'un seul truc, quoi. Donc tu vois, tu peux pas y prendre du plaisir, quoi. C'est trop. Enfin, tu vas y aller à contre-cœur, quoi. Tandis qu'à la base, ça se trouve, c'est une activité que t'aimes bien. Donc à partir du moment, tu vois, sur la vision où t'imposes, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est le cas dans quasi toutes les entreprises, hein. Et pour le coup, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. C'est une question de savoir-faire, de savoir diffuser cette vision et ces activités. Donc là, ça marche pas. Et il y a une notion qui est importante aussi, c'est les rôles. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des fiches de poste. Moi, je suis étonnée, tu vois, dans les annonces de recrutement, tu regardes, c'est toujours les mêmes. C'est impossible que ce soit les mêmes. Enfin, tu vois, tu peux pas avoir deux entreprises où c'est le même job. Mais on essaie absolument de faire rentrer tout dans des cases. Il faut que, je sais pas, tu prends une annonce de chef de projet, t'en prends deux, c'est les mêmes d'une boîte à l'autre, quoi. Parce qu'on pense fiche de poste et par rôle, quoi. Parce que selon telle ou telle équipe, tu vas pas faire la même chose dans l'équipe, quoi. Donc c'est important de définir les rôles, pas les fiches de poste, mais comment je contribue à l'idée globale, quoi. Et après, il y a un moment qui est difficile. C'est, en fait, la culture d'entreprise, c'est vachement important. Et dans des cultures où la direction n'a pas inculqué un peu cet esprit collectif, ça, c'est des choses que je peux changer qu'à la marge. En fait, comment dire, s'il n'y a pas une prise de conscience de la direction, moi, je peux pas le changer au niveau des équipes. C'est-à-dire que les gens, ils ont trop appris à fonctionner tout seuls dans leur coin, à avoir peur de dire quoi que ce soit, à avoir des reproches, etc., etc. Donc, moi, je peux créer des moments collectifs, des moments de partage. Je peux remonter, tu vois, quelques feedbacks à la direction, mais le changement, il vient d'en haut. Et ça, dans ces contextes-là, je pense que c'est très difficile, voilà, de faire des changements. Et donc, dans le premier cas où c'est possible, voilà, j'interviens surtout en créant des moments collectifs de partage, des réflexions sur les points bloquants. Les points bloquants, comme je disais, la vision, les rôles, les réunions, les process, des choses comme ça. Et généralement, si les équipes, elles se sentent engagées et qu'elles ont envie de poursuivre, elles reprennent cette responsabilité et ça continue bien par la suite. T'es beaucoup trop modeste, hein. T'en parles pas depuis tout à l'heure, mais moi je sais que t'as fait un mémoire pour Harvard, justement sur ce sujet-là. Ouais, alors j'ai étudié la psychologie des organisations à Harvard et ça m'a toujours intéressé, tu vois, comment se structurent les organisations, les relations entre les gens, comment une entreprise se développe, etc. Et donc, effectivement, donc je devais faire un mémoire pour Harvard et quand j'ai fait donc le choix de mon mémoire, en plus, je suis pas partie sur l'autonomie. Au début, je suis partie sur un terme empowerment parce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit, des clients qui m'avaient dit, oui, on aimerait être accompagné sur l'empowerment. Et à l'époque, je me disais, ouais, je sais pas, tu vois, j'ai fait une recherche Google. Bon, je sais pas c'est quoi. Ouais, est-ce que tu veux définir c'est quoi l'empowerment? Parce que je crois que c'est un des mots anglais, tu vois, où j'arrive pas à trouver la définition précise en français. Bah alors, il y en a pas, si tu traduis, ça serait autonomisation. Donc c'est pas très joli. En fait, le mot existe, mais tu vois, il sonne pas très beau. Ah, les Anglais sont trop forts. C'est toujours percutant et sharp, pointu. Autonomisation, ouais, ça donne pas du rêve. Mais c'est le fait, ouais, de donner le pouvoir. Donc, on pourrait simplement le résumer à autonomie. Mais autonomie, ça serait réducteur parce qu'il y a vraiment cette notion de donner le pouvoir. C'est qu'on ne peut pas se décréter du jour au lendemain, genre, bon, bah maintenant, je veux que les gens ils soient autonomes. Tu vois, ça marche pas comme ça. Il y a toute une mécanique à mettre en place derrière. Et du coup, il y a deux types d'empowerment. Il y a l'empowerment qu'on appelle psychologique. Donc ça va se jouer au niveau de l'humain, c'est au niveau de la confiance que tu accordes aux gens, donc au niveau du management que tu vas faire, etc. Et ensuite, donc il y a un peu l'empowerment structurel, donc c'est tout ce que l'organisation va mettre en place pour qu'il y ait de l'autonomie. Et je te prends un exemple que tu connais bien, tu vois, les équipes agiles. Bon, on peut se le dire, hein, mais la transformation agile qui dure depuis 10 ans, il y a peut-être... Il y a peut-être un couac quelque part, quoi, parce que 10 ans, ça commence à faire un peu long, quoi. Et le couac, c'est ça, c'est qu'en fait, on a oublié une composante importante de l'agile, parce que dans l'agile, ça fonctionne si l'équipe est autonome. Sauf que, en fait, on essaie de déployer des pratiques, des méthodes, etc.
mais on n'a jamais donné cette autonomie. Donc, grosso modo, tu vois, tu fais des équipes et après, derrière, tu gardes les process, les réunions, les KPI, le management, le reporting, etc., etc. Donc, non, tu seras jamais agile. Enfin, tu vois. Donc, si tu perds de vue cette notion de donner le pouvoir, tu vas décréter que les équipes sont autonomes, mais derrière, tu n'as rien fait pour qu'elles le soient. Et donc, un des trucs que je dis dans mon mémoire, c'est que personne n'est autonome naturellement. On le croit tous, mais c'est pas vrai. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se réfléchit, quoi. C'est quoi les bénéfices de rendre une équipe autonome? Comme tu dis, le changement, il doit forcément venir par le haut, et il y a des résistances. Comment tu peux lister justement les bénéfices d'avoir une équipe autonome? Alors déjà, il y en a plein. Tu sais, aujourd'hui, dans le management et dans les discussions autour du future of work, il y a des idées reçues et que tout le monde utilise parce qu'on pense que c'est comme ça et que naturellement, ça nous semble juste. Tu vois, sur le feedback, il y a beaucoup d'idées reçues. Parce que dans les études, on montre par exemple que le feedback, il y a beaucoup de cas où ça peut être négatif. Tandis que ce que tu vois sur les réseaux, c'est « Ah oui, il faut faire du feedback, c'est génial ». En fait, pas forcément. Voilà, il y a plein de nuances à apporter à cette croyance. Et une des croyances qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise, c'est qu'on va faire des choses en centrale et on va décider en centrale et ça va s'appliquer. Ça concerne par exemple les réorganisations. Elles sont toutes faites en centrale. Et pareil, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'analyses qui montrent que ça ne fonctionne pas. Donc déjà, il y a cette notion de croyance. Et aujourd'hui, finalement, si on regarde dans les papiers de recherche, il n'y a pas beaucoup de choses où, on va dire, il y a unanimité. Enfin, il n'y a jamais unanimité dans la recherche, mais on est aligné sur les bienfaits que ça peut avoir sur les employés. Et tu vois, quand on parle de motivation, d'engagement, voilà, tout le monde y va un peu de sa croyance. Mais le seul élément où on a un peu, beaucoup de feedback et d'analyse qui prouve un impact sur la motivation, sur l'engagement, sur le bien-être, sur plein d'autres choses certainement que j'oublie, c'est l'autonomie. Donc déjà, à chaque fois qu'aujourd'hui on se pose des questions sur ces thématiques-là, il y a une réponse évidente qui est l'autonomie. Pour les autres thématiques, sur les autres solutions qu'on peut envisager, il n'y a pas autant de preuves à l'appui, si je puis dire. Donc déjà, premier point, toutes ces problématiques-là peuvent être adressées avec l'autonomie. Le deuxième point, c'est bien sûr, tu vois, le recrutement. C'est qu'aujourd'hui, c'est une demande d'être autonome. Donc voilà, ça peut être un facteur de recrutement. Un autre élément, c'est que pour la mise en place du télétravail, en fait, si tu rends pas les gens autonomes, c'est pas gérable. C'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui reviennent sur le télétravail. C'est qu'à la base, elles n'ont pas mis en place une culture où les gens peuvent être autonomes. Et c'est normal, en fait, du coup, elles reviennent sur ça. Tu vois, l'autonomie, ça n'a pas toujours été possible d'implémenter. Au début du siècle, si tu prenais une usine et tu disais aux gens « soyez autonomes », t'as rien qui sortait. Hein. C'était pas possible, tu vois. Donc, le prérequis pour le télétravail, c'est d'avoir cette réflexion sur l'autonomie. Et après, tu as des sujets plus de fond sur la structuration des entreprises. Déjà, c'est con, hein, mais plus tu rends tes équipes autonomes, plus tu limites la strate managériale. Tu as besoin de moins de managers. On dit que, tu vois, sur une autonomie bien mise en place, un manager, il manage 3-4 équipes à la fois. Hein. Aujourd'hui, tu dis ça à un manager dans une entreprise, tu lui dis tu vas manager 3-4 équipes. On va te dire, mais t'es complètement fou, Christophe. Bien sûr. Mais dans les faits, c'est ça. Hein, c'est que du coup, si c'est bien mis en place, ça te permet de faire des économies de coûts. Après, voilà, ça va dans le sens de repenser entièrement la façon dont on travaille. C'est que tous les reproches aujourd'hui qu'on fait sur « ah oui, mais bon, ça va pas au travail, j'aime pas mon travail, etc. » En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on cherche des solutions un peu, je sais pas, magiques ou compliquées ou machin, etc. Mais quelque part, c'est juste, faut que les gens ils aient du plaisir à aller travailler. Et ça se joue sur la façon dont ils perçoivent le travail, la façon dont ils travaillent. Et ça peut pas être une décision centralisée, genre maintenant, je sais pas, tout le monde va aller bien, on va payer une formation à tout le monde. Tu vois, tandis que dans les équipes autonomes, ça t'y apporte des réponses, parce que dans les équipes autonomes, et on reviendra sur ça un peu plus tard, je suppose, c'est pas la fête du slip, hein. C'est juste en fait des équipes où tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu livres, tu sais qui fait quoi, et tu te fais confiance, tu vois, et t'as le cadre pour le faire. Donc en fait, c'est un peu des basiques, et si tu pousses l'autonomie dans une entreprise, tu reviens sur ces basiques-là. Donc c'est pour ça que ça crée de la motivation, de l'engagement, etc. Parce que tu sors de ces entreprises où en fait, on sait plus vraiment qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. quoi. Donc tu reviens sur les basiques, quoi. Ouais, c'est important que tu peux rappeler ça. Parce que tu le sais mieux que moi, les projets, ça part toujours en sucette. Le plan se déroule jamais comme prévu.
Ce qui fait la force des équipes, bah justement, c'est quand il y a un problème ou quand il y a des obstacles. C'est le fait que ils sont une équipe et ils doivent faire front au problème. Et pour faire front au problème, justement, ils ont besoin d'être autonomes, dans le sens que c'est à eux de tester et de proposer des solutions, et que ce soit pas quelqu'un ou un manager qui leur dit ce qu'il faut faire. Parce que si c'est un manager qui leur dit là il y a un problème, je pense qu'il faut faire ceci, cela, et on déroule. Si la solution elle est en mode sparadrap, on va dire ça marche, c'est ok. Si ça marche pas, ils perdent l'équipe en fait. Les gens ils ont pas envie en fait. Enfin ils se diront on a dit de faire ça, absence de responsabilité. Je sais pas si t'as des anecdotes sur ce genre de sujet. Non, mais tu reviens exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que une fois que tu as fait ça une fois en tant que manager, les gens ils sont pas cons. La deuxième fois, ils vont attendre que tu arrives avec une solution. En fait, tu vois, il y a plein de managers qui disent ah ouais, on n'arrive pas à gérer et tout, mais faut arrêter de gérer. Enfin, on fait souvent le parallèle, tu vois, avec les parents-enfants, mais c'est exactement pareil. C'est, tu sais, les parents trop surinvestis où tu es toujours derrière, machin, etc. Ton enfant, il apprend jamais à être autonome. Après, du coup, comme il est pas autonome, il vient tout le temps te voir et ça renforce ta croyance parce que tu te dis mon enfant, il a besoin de moi, quoi. Et donc, tu vois, tu tournes un peu en boucle, quoi. Donc, ouais, les gens qui arrivent avec des solutions. Et après, moi, c'est une vraie conviction, en fait, que j'ai, tu vois, de partir du terrain. Il y a que là qu'il y a l'information. Tu vois, si je te prends un exemple que tout le monde connaît, je pense, c'est les hôpitaux. Moi, l'an dernier, je me suis cassé la jambe, quoi. Donc, j'y suis allée pas mal à l'hôpital, quoi. Et en fait, aujourd'hui, donc, tu as des grands cabinets qui bossent dessus sur comment revoir le système de santé, où est-ce qu'on peut optimiser, etc., etc. Mais en fait, moi, il y a un truc tout con, c'est que quand j'y allais avec mon plâtre, tu sais, on te met dans une salle et toutes les personnes qui arrivaient là pour me changer mon plâtre, etc., elles commençaient par ouvrir 10 fois tous les placards, chercher où sont les ciseaux, où sont le machin, où sont le truc, quoi. Et je me disais, mais en fait, tu vois, c'est tout con. Déjà, si je mets des stickers, les ciseaux sont là. Tu sais, ça t'a coûté zéro au gouvernement, quoi. Mais tu vois, t'as la solution, quoi. En fait, t'as la solution au problème. Et c'est comme si, en fait, tu devais gérer le problème des urgences. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on fait pas, c'est en fait demander aux gens qui bossent là-dedans, c'est quoi leurs idées à eux, quoi. C'est eux qui ont les idées. Alors, ok, t'as le côté financier, mais pour moi, ça semble une évidence. Et ça marche aussi sur l'éducation, tu vois. Je pense que les profs, c'est les mieux placés pour dire qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui va pas, quoi. Donc, tu vois, repartir de la base, c'est que les gens qui sont sur le terrain, ils ont des réponses. Et c'est normal, c'est pas un problème, c'est pas que je suis un mauvais manager, si c'est mon équipe qui a la réponse, c'est pas moi, quoi. C'est important ce que tu dis là. Parce que moi, des fois, j'accompagne d'autres équipes, autres que la mienne. C'est pas dans le périmètre, mais j'aime aussi aider les gens. Et puis, comme on travaille avec les autres équipes, s'ils sont en difficulté, elles vont aussi nous mettre en difficulté. Donc, des fois, je les accompagne et je mets un peu mon nez dedans. Et à chaque fois, c'est un peu ce que tu racontais. Je les vois planifier des choses. Voilà, cette fonctionnalité, je pense qu'il faut la délivrer au mois de février. Ça va être chaud, mais c'est ok, tu vois. Et à chaque fois dans la réunion, je suis ébahi parce que il y a personne de l'équipe de réalisation en fait. Vous faites des hypothèses, vous décidez des choses. Vous voyez qu'il peut y avoir des obstacles. Vous essayez d'anticiper et c'est cool, tu vois. Et c'est important. Mais vous n'avez pas demandé à l'équipe de réalisation leur avis ou s'il y a d'autres sujets. Et c'est, comme tu dis, ouais, c'est super important de demander l'avis aux gens du terrain. Parce que c'est elles qui sont dedans, en fait. Ils sont dans le quotidien. C'est elles qui savent les difficultés qu'on peut rencontrer. On va dire les colis piégés. Et c'est trop important de leur demander leur avis. Et ces équipes-là, quand je les voyais en difficulté, c'est pas parce qu'elles bossent mal ou qu'elles ont pas l'état d'esprit. C'est que ils ont oublié en fait de concerter les gens et de demander aux gens du terrain comment ça marche. Et c'est pareil avec le client, parce que des fois je les vois réfléchir, ce sont des fonctionnalités à améliorer pour le produit. Mais vous avez demandé aux gens du métier, vous avez demandé, vous avez eu des feedbacks des utilisateurs, si c'est vraiment important. Après, tu sors les chiffres, oui, ça peut te faire gagner de l'argent, ça peut te faire des bénéfices, ça peut te faire gagner du temps. Ok, ça c'est important, c'est normal. Mais la priorité, c'est aussi de voir si ce qu'on fait, l'énergie qu'on met, ça aide les gens. Ça résout un problème, en fait, c'est ça. Parce que ça résout vraiment le problème que les gens du terrain voient, en fait. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, sur la communication. Pareil, donc il y a plein d'entreprises qui réfléchissent à oui, je vais améliorer la communication entre les équipes. Et alors, souvent, tu vois, c'est pensé en centrale et ils ont une liste d'outils. Donc, tu vois, il y a des outils qui se lancent là-dessus. Et donc, voilà, comment je vais améliorer la communication. Mais en fait, tu vois, je reviens sur cette notion d'autonomie. C'est que
C'est la structure hiérarchique qui va pas, tu vois. Pour moi, en fait, il faut qu'il y ait une équipe. Et moi, dans l'organigramme de l'entreprise, j'appartiens à une équipe. Donc l'équipe, elle a un nom et moi, j'appartiens à cette équipe. Et le manager manage une équipe, en fait. Tu vois, il manage pas des gens. Ça, c'est une erreur dans les entreprises. Tu devrais pas avoir un manager qui manage une personne. Il doit manager une équipe. Parce que c'est ce qu'on demande à un manager. Ensuite, tu as peut-être des coachs carrière, je sais pas, des psys, des assistantes sociales, machin, qui peuvent aller sur, tu vois, du one-to-one et je fais ton plan de carrière, etc. Mais un manager, il doit manager l'équipe, quoi. Et une fois que tu vois que tu as restructuré l'organisation comme ça, bah effectivement, une équipe doit parler à une autre équipe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une équipe, pour parler à une autre équipe, elle va remonter 3 échelons et puis redescendre 3. Donc en fait, et à chaque échelon, tu mets une réunion. Donc du coup, tu as 6 réunions entre un truc où en fait, on aurait pu faire un Slack et et on aurait pu, tu vois, communiquer ensemble, quoi. Et aussi cette notion de planification, ça me parle parce que, il y a une grande peur aujourd'hui dans les entreprises, c'est de prendre une décision. Je pense que c'est la plus grande peur des gens, c'est de prendre une décision. Et alors pour le coup, tu vois, en termes d'anecdotes, moi j'ai assisté à des trucs, lunaires, quoi. C'est, tu vois, une mise en production d'une application, mobile et pour une raison technique, en gros, on voulait le décaler de 10 jours, quoi. Donc tu vois, 10 jours, à l'échelle d'une vie, quoi. Et alors, je précise, il n'y avait pas de plan de com prévu, tu vois, il n'y avait pas vraiment de raison pour que ces 10 jours posent problème. Mais en fait, pour acter ce décalage de 10 jours, je pense qu'on a fait genre 5 ou 6 réunions avec les 10 personnes du top management de l'entreprise, quoi. Et moi, je regardais ces réunions, je me disais, mais en fait, il n'y a pas un mec qui est foutu de dire, ben, ok, on décale de 10 jours. Ça prend 5 secondes, hein, enfin, tu vois. Non, on a fait, je sais pas, 5 réunions. Après, on a dit, non, mais il faut qu'on trouve une solution. Après, on a passé un mois à trouver des solutions pour pas décaler, etc. Et tu vois, enfin, on perd complètement de vue ce pragmatisme de dire, ben, en fait, ok, on décale de 10 jours, quoi. C'est la recherche du coupable. On veut pas être le maillon faible, en fait. On veut pas être le maillon faible et dire, bon, bah, là, on décale le retard. C'est à cause de moi et de mon équipe. La plupart du temps, c'est ce que je vois, en fait. Mais parce que c'est normal, tu vois. Ils sont en mode, j'ai mon équipe à défendre. Ils sont toujours en mode défense, en fait. Et quand c'est la recherche du coupable, bah, ils sont pas... Mais ça se travaille. Si toutes les personnes de cette réunion, ils sont en mode, ok, on est ensemble parce que, ok, c'est la merde, il y a un problème. On cherche une solution ensemble. Et comme tu dis, en fait, il faut partir du cadre. Si dans ce cadre-là, tu poses que voilà, il y a des problèmes, c'est pas la faute d'un tel qui a renti telle ou telle équipe, c'est se dire, ok, là, on a un problème, on a besoin de l'avis de chacun et comment on peut faire pour avancer. Ça peut déjà améliorer les choses. Mais en fait, quand tu es dans le mode défense, alors il y a une partie qui est apprise, hein, comme je disais, c'est pas que la faute de l'entreprise, hein, toute la société est construite comme ça, hein. Mais il y a une partie aussi, bah, ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Si tu es en mode défense, c'est que certainement, tu as vu ton manager être en mode attaque. Même si c'est inconscient. En fait, il y a plein de managers qui se disent, ah, je suis bon manager. Mais tu vois, quand tu fais par exemple une réunion et qu'il y a un problème, tout de suite, enfin déjà la personne va paniquer et puis elle va dire ah ben ok, il faut plus que ça se reproduise. Enfin en gros, il faut qu'on règle le problème, tu vois. À partir du moment où tu as dit ça, tu vois, c'est fini. Les gens ils vont être en mode défense parce que ils vont se dire attends, ok, là ils cherchent des responsables, faut pas que ça soit moi, donc je me mets en mode défense. Et tu vois, derrière ce mode défense, il y a forcément un mode attaque en face, quoi. Ouais, et après, c'est comme les arts martiaux. On donne un coup, tu rends les coups et c'est le ping-pong infini et au final, la réunion est finie et il n'y a pas de solution. Et c'est ça le pire en fait, c'est quand tu sors d'un meeting où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porteur d'action. Et comme tu dis, tu t'as perdu ton temps en fait. Et c'est ce que tu racontais en fait. Ils ont fait plein de réunions et au final, ça n'a pas avancé, mais c'est horrible, hein. C'est horrible. Là, j'en rigole, tu vois, mais pour l'avoir vécu, je dis pas que j'avais les larmes, mais enfin, c'est horrible quoi. Bah ouais, et puis tu vois, il y a un truc que maintenant, moi des fois j'essaie de jouer à ce jeu-là, tu sais, quand on dit bon bah ok, on n'a pas décidé, faut qu'on revoie le sujet ou faut qu'on se revoie. Et là, la question à poser c'est mais qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et la prochaine fois? En fait, tu vois, les gens ils se disent ouais, on va se revoir, on va décider plus tard, mais il va rien se passer entre-temps. Et c'est vraiment cette notion de prise de décision, c'est que et on revient, tu vois, tu me demandais sur tout à l'heure, bah à quoi ça sert, pourquoi mettre en place l'autonomie? C'est que quand tu le fais bien, en fait, derrière cette notion d'autonomie, tu as aussi la notion de droit à l'erreur, enfin, tu vois, de collaboration. Il y a plein de choses qui vont avec. Et en mettant en place ça, tu peux donner la confiance aux gens de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, finalement, personne n'a confiance pour prendre des décisions. Et ceux qui le font, souvent, ils font pas long feu dans l'entreprise, quoi. Tu peux regarder, tu vois, il y a des boîtes qui bougeaient bien, tu vois, qui avaient un grand transfo, beaucoup de communication, etc. Bah, il y a beaucoup de DG de ces boîtes qui se sont fait un peu sortir. Parce qu'au fond, on n'aime pas le changement, tu vois. On veut que ça rentre dans des cases et des gens qui font bouger les lignes, ça dérange, quoi.
C'est ta vision un peu pessimiste. Non, mais après, alors moi je me mets dans les gens qui font bouger les lignes et moi j'accepte que ça fait partie du jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu, c'est que alors je sais que je pourrais pas faire 10 ans ou 20 ans dans une boîte, que je vais déranger. Mais du coup, c'est un peu, tu choisis tes combats. C'est soit tu déranges pas et ça te va, ça te convient à ta personnalité, tu vas rester longtemps. Soit tu veux faire bouger les lignes avec les risques que ça avait avec. Mais je pense que, enfin, entre guillemets, il faut y prendre aussi du plaisir. Il faut savoir que c'est confrontant et qu'il y a des conséquences, quoi. Enfin, c'est pas pessimiste, je pense que c'est la réalité, mais je pense qu'on peut y prendre du plaisir aussi, quoi. Ok. Leur tourne, Svetlana. Est-ce que tu as des choses qu'on a obligé de parler ou que tu voulais rajouter pour clôturer sur ce sujet? Ouais, j'aurais tellement de choses à dire. Oui, comme tu disais, donc j'ai écrit tout un mémoire moi sur l'autonomie. Tu mettras le lien, je sais pas si c'est dans l'épisode, sinon vous pouvez le retrouver sur mon LinkedIn. Mais quand même, pour se clôturer ce sujet-là, moi je pense que c'est, je vais dire, la solution à tous les problèmes. Parce qu'on n'a pas le temps dans le podcast, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est que ça peut résoudre plein de choses et aider à faciliter plein de choses. Et que c'est pas un monde de bisounours, attention, il y a une croyance autour de ça, il y a des process à mettre en place, il y a des façons de faire, tout le monde n'a pas envie d'être autonome, donc il y a plein de... Enfin, tu vois, je suis consciente en fait de toutes les choses qu'il faut changer, donc c'est aussi ça qui me plaît, tu vois, de pousser ça. Et donc voilà, si vous voulez plus de détails, tout est dit dans mon mémoire, mais c'est un sujet passionnant et je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas, si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent, j'avais vu une étude sur ça, c'est qu'est-ce que vous voulez dans le travail et la conclusion c'était ils veulent pas d'un monde hybride, ils veulent d'un monde du travail où ils sont autonomes. Tu vois, enfin, je pense qu'il faut bien faire attention à ça, quoi, et pas se concentrer sur des mauvais sujets, quoi. Ok. On passe à la deuxième partie de Tana. Je poserai des questions un peu plus perso sur ton mode de vie. T'as le droit de les refuser, chinois. mais... T'as le droit de les refuser, y a pas de souci, hein. Mais généralement, je crois jamais les gens. Alors, on va s'échauffer avec la question que je pose tout le temps à mes invités. Si une journée faisait plus de 24 heures, alors qu'est-ce que tu ferais? Ça c'est... Moi, franchement, je pense que ça serait plus, tu vois, sur la lecture ou des formations ou des trucs comme ça, parce que, alors, tu vois, j'ai plein d'articles sauvegardés, de livres que je dois lire ou de, de podcasts à écouter ou de formations que je fais, qu'il faut que je termine, tu vois. Et donc, je le fais quand même dans la journée, mais c'est vrai que si elle faisait plus de 24 heures, tu vois, je passerais les heures qui dépassent plutôt sur cette partie-là, quoi. Sur la curiosité, la découverte, l'apprentissage. Ok. Est-ce que t'as une habitude que tu as et que tu ne dis à personne? Je sais pas, c'est... c'est compliqué, ça. Non, je le dis à tout le monde, moi. Change de question, si t'es pas à l'aise. Non, je sais pas trop quoi dire sur celle-là. Ok. Si tu ne faisais pas ce métier-là, quel métier tu ferais? Là, c'est un piège avec cela parce que je sais que t'as fait plein de métiers différents avec plein de contextes différents, tu vois. Donc, si tu ne faisais pas ce métier, quel métier tu ferais? Moi, je serais romancière ou scénariste. Des fois, je le dis pour ceux qui suivent, genre mon podcast aussi, une fois je l'avais dit, mais des fois je me dis un jour j'écrirai des romans à l'eau de rose. Mais non, en fait, tu vois, j'ai ce côté créatif, on me l'a déjà dit, genre, tiens, je réponds à ta question précédente là sur les habitudes. Moi, quand je m'endors, depuis tout le temps, en fait, pour m'endormir, en fait, je me raconte une histoire quelque part. Mais tu vois, c'est un monde, enfin, pas imaginaire, hein, mais c'est, tu vois, un truc avec des personnages, une histoire, un contexte, des lieux, des intrigues, etc. Et c'est pour ça que je disais romancière, c'est que en vrai, tu vois, j'ai tout dans ma tête, quoi. Tu vois, je vois exactement les caractères des personnages, tout ça. Enfin, comment dire, j'ai déjà ce monde imaginaire, quoi, dans ma tête. Donc ouais, ça me plairait. Et puis, comme j'ai déjà écrit un livre, alors soit j'ai écrit un livre sur la banque digitale, mais je pense que j'en écrirai plein d'autres. Donc ouais, j'aime bien cette partie écriture. Mais donc, si je devais faire que ça, je pense que ouais, écrire des romans, ça me plairait. C'est quoi ton souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué, hein? Bah moi je vais tricher hein, parce que moi j'ai immigré en France. Donc tu vois j'avais 6 ans en fait, je suis arrivée au CP. Donc forcément tu vois quand t'es gamin ça te marque. D'ailleurs je pense que tu vois enfin dans mes valeurs de vie j'ai une notion c'est la découverte ou un peu tu vois l'aventure. Et je pense que ça vient un peu de là, tu vois, quand t'as 6 ans et que tu déménages dans un autre pays, quand t'es gamin, je pense que t'as l'impression je sais pas, de vivre un truc de ouf, quoi. Mais tu vois, dans les souvenirs, il y a un moment où je me souviens, c'est... Alors moi, je suis arrivée en France, je parlais pas français. Et alors, je suis rentrée d'abord au CP pour apprendre la langue avant de recéter une classe. Mais donc, du coup, je faisais un peu une tête de plus que les autres enfants et je parlais pas français. Et je me souviens que
Du coup, il y a plein de gamins autour de moi qui me disaient des trucs que je comprenais pas et tu vois, qui me tiraient par la manche, quoi. Et tu vois, ils voulaient me... ils voulaient me dire des trucs, quoi. Et moi, je me disais une chose, je me disais, mais c'est mon pull préféré, tu vois, ils vont, ils vont me déchirer mon pull. En fait, c'est con, hein, tu vois, c'est con les souvenirs d'enfance. Mais je pense que, tu vois, ça a un peu aussi façonné mon caractère, quoi. Enfin, tu vois, arriver dans un truc où tu parles pas la langue et où t'as pas le choix, hein. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, j'étais pas un adulte, donc tous les jours, il fallait que j'aille à l'école, quoi. C'est quand même un truc très fort, hein, psychologiquement à vivre. Comment t'as fait pour apprendre le français? Parce que moi je sais d'où tu viens, mais tu peux rappeler de quel pays tu venais avant d'arriver en France? Ouais, ouais, bah, moi je suis née en Russie, je parlais russe, donc je parlais pas du tout un mot de français, et bah, c'est même pas le même alphabet, hein, d'ailleurs. Donc j'avais aucune base de langue, et tu vois, la structure des langues, elle est pas du tout la même. En fait, des choses en français comme enfin, ce qu'on appelle les auxiliaires être et avoir, là, j'ai, je suis, ou enfin des choses comme ça n'existe pas. Enfin, tu vois, ça existe en anglais, mais il y a plein de langues où ça n'existe pas. Donc, quand t'es gamin, on t'explique la notion d'auxiliaire ou machin, t'es là genre, mais de quoi on me parle, quoi? C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces mots qui servent à rien, quoi? Et non, après, t'apprends. Bon, c'est un truc qui se dit, mais je pense que quand t'es gamin, t'apprends aussi, entre guillemets, par survie. C'est que toi, tu veux pas être, justement, autonome si tu parles pas la langue. Donc, pour toi, ça devient un enjeu ultra fort. Donc, ouais, enfin, tu vois, t'as pas le choix. Et puis, effectivement, bah, t'apprends vite, quoi. Là, t'habites en région parisienne. Si tu devais partir autre part, ce serait où? Alors, je veux dire, moi, je vais être un peu originale. Moi, c'est Londres, ma ville de rêve. Donc, je dis originale parce que, tu vois, c'est pas un endroit au soleil et tout, donc ça fait peut-être pas rêver. Mais j'adore l'architecture. Tu vois, je trouve ça. Déjà, c'est une architecture plate. C'est extrêmement différent. Il y a vraiment les maisons, elles se ressemblent pas. T'as du moderne, de l'ancien. C'est très, très différent. T'as plein de petits parcs partout. C'est une ville piétonne où tu peux vraiment traverser toute la ville dans des endroits super sympas à pied. Et en termes de culture, tu vois, on critique beaucoup la culture anglo-saxonne, mais quand tu vas dans des pays anglo-saxons et que toute la journée, on te dit que des trucs positifs, du style genre, sweetie, darling, machin, etc. En fait, tu vois, ça façonne vachement ton comportement. Et moi, je l'ai même vu, tu vois, des problèmes que j'ai pu avoir, tu vois, dans un hôtel, genre, c'est pas la bonne chambre, machin, etc. La façon dont ils réagissent, en fait, c'est jamais un problème. C'est toujours dans la communication, t'es toujours dans le positif. Genre, ok, ben, on va regarder, on va trouver une solution. Et tu vois, ça t'enlève une espèce de charge mentale, quoi. C'est agréable, en fait, dans un monde positif. Donc, il y en a qui vont dire c'est fake. Mais en vrai, est-ce que tu préfères être avec des gens qui te disent des trucs sympas toute la journée ou, ou des gens qui sont honnêtes, mais qui toute la journée te disent bah, t'es nul, en fait, ça va pas, c'est nul ce que tu fais. Donc, voilà. Ouais, j'ai été plusieurs fois à Londres durant ma scolarité. Et c'est vrai que ça m'avait frappé, ça. Mais pourquoi ils me demandent comment je vais tout le temps? Les Américains, ils font aussi ça aussi. Mais oui, je vois. Et même quand tu rentrais dans les pubs et tout, pour avoir le contact, c'est vrai que c'est assez chaleureux. Alors que le temps, il est dégueulasse, hein. Le temps, il était dégueulasse. Mais quand tu rentrais dans un endroit, que ce soit dans un pub ou dans un restaurant, mais surtout les pubs, ouais, je trouvais ça vachement chaleureux, en fait. Et je me sentais bien, en fait. Pourtant, la bière, c'était pas mon truc, tu vois, mais bon, maintenant j'adore. Je sais pas si c'est à cause de Londres ou de pays anglo-saxons. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire sur l'ambiance londonienne. Tu vois, en plus, moi, j'aime bien voyager seule. Et du coup, j'ai tendance à choisir un peu mes destinations en fonction de ça. Et il y a des villes où tu sais que ça va être facile de rencontrer des gens ou de t'intégrer dans un groupe. Alors, je parle vraiment en mode voyage. Après, expatriation, c'est autre chose, quoi. Mais je me dis toujours, mais les gens qui viennent en France, tu sais, qui veulent voyager seuls en France, je sais pas s'ils ont le même accueil, quoi. Imagine, tu vas tout seul dans un bar à Paris, il se passe quoi? On va te demander de partir, on va dire, vous occupez une table, faut rentrer. Tu connais ma passion pour les japonais, hein, pour le Japon. Hein. Et j'en parlais justement avec une amie japonaise. Il me disait non, mais Christophe, c'est vraiment pas cliché. Hein. Nous, on a l'image de la France en mode Amélie Poulain, tu vois, et toutes les grandes actrices françaises comme Marie Cotillard et tout. Enfin, c'est glamour, c'est dingue, quoi. Enfin, et quand ils arrivent, c'est c'est chaud, c'est chaud. Et entre la réalité et ce qui se passe, tu vois. Bon, au final, ils s'adaptent et ils ont compris, tu vois. Mais ouais, les premiers jours, c'est le choc. C'est compliqué, ouais. Mais après, voilà,
les restos et la bouffe française. Pour moi, on peut pas tester, tu vois. Enfin, c'est une Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est quoi tes plats favoris? Oh, mais moi, j'adore tester des restos et tout. Tu vois, je pense que les restos de Top Chef, ceux qui étaient pas trop loin de Paris, j'ai dû tous les faire. C'est vrai? C'est quoi le meilleur à tester, là? Après, ils ferment vite les restos, donc... Non, mais là, j'ai fait, tu sais, celui qui était sur les quais de Danny Cazard, qui était celui de cette saison-là, et qui a une vraie personnalité, parce qu'il est rappeur et cuisinier en même temps. Donc, un mec assez ouf. Et donc, c'est un resto sur les quais de la Tour Eiffel, là, où c'est de la street food revisitée. Donc ça, c'était vraiment... Ouais, c'est original. Moi, j'aime bien l'originalité, ouais. Tu vois, mais je peux vraiment m'éclater sur un bon resto, quoi. Ok, c'est ça, on arrive à la fin. Quel est le conseil qu'on donne souvent et dont tu n'es pas d'accord, en fait? Bah, je pense qu'il y a un truc qu'on dit souvent, c'est du style si t'es pas motivé, si tu procrastines, c'est que tu vois, c'est pas le truc pour toi, quoi. Et tu sais, il y a une espèce de pression sur les gens, genre, je sais pas, un mythe. Alors peut-être qu'il y a des gens qui l'ont trouvé, hein, mais tu sais, le mythe que tu vas pouvoir trouver, je sais pas, un truc, un job, une entreprise, un projet où tous les jours ça va être génial et tu vas avoir que des trucs positifs et tout va bien se passer, quoi. Bah, moi, je pense pas, quoi. Déjà, alors tu le disais tout à l'heure sur mes 36 000 jobs, là. Mais tu vois, moi déjà, je perçois un peu la carrière professionnelle comme un truc avec des briques que tu poses, quoi. C'est chaque nouvelle expérience, en fait, tu vas en retenir 10% et ça va t'aider à poser la prochaine brique. Et au fur et à mesure, tu vois, tu vas t'améliorer, tu vas éliminer des choses que t'aimes pas, rajouter des trucs que t'aimes bien. Mais tu vois, c'est un long processus, quoi. C'est pas quelque chose que tu claques des doigts et t'y arrives. Et dans quoi que ce soit que tu fasses, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a plein d'influenceurs ou de digital nomades qui sont en burn-out, en dépression. Et il y a plein, tu vois, de salariés qui, des fois, ils sont pas trop motivés pour aller bosser, mais qu'en fait, ils sont super épanouis, ils sont super heureux, quoi. Donc, tu vois, ouais, une fois, on m'avait dit, genre, tu sais, la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que tu continuerais de faire même si c'était pas payé? Donc ça, ok, tu vois, c'est une question intéressante. Et après, on m'a dit, mais pourquoi tu serais prête à payer pour continuer à le faire? Et là, j'avais dit, bon, non, quand même, tu vois, là, je vois pas l'activité où moi, je vais payer pour continuer à la faire. Et là, on m'a dit, bah, tu vois, t'es pas motivé par ton truc. Ah, tu vois, c'est extrême, quoi. Enfin, je pense qu'il faut redescendre un peu sur cette notion, tu vois, de passion, de plaisir permanent, de, tu vois, toujours être dans le up, etc., quoi. C'est toujours... Ouais, enfin, tu vois, il y a des hauts et des bas, et c'est que je pense qu'il y a des bas qu'on rebondit vers des hauts, et que, tu vois, il y a des moments de plaisir, il y a des moments moins fun, et c'est comme ça, c'est la vie, et c'est bien aussi, hein. Si on était tout le temps, tu vois, que dans des moments de plaisir, peut-être qu'on savourerait pas aussi des petites choses, quoi, du quotidien. Ça marche, Sana? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter ou travailler avec toi ou discuter ou papoter? Vu que t'as plein d'histoires à raconter. Ouais, surtout sur LinkedIn, c'est là où je suis pas mal active et ouais, j'allais dire, vous pouvez m'écrire en MP aussi si vous avez des remarques, des questions, des partages à faire. Et c'est vrai que je pense que ma vie professionnelle, elle reflète un peu aussi ma personnalité, quoi. Enfin, j'ai eu 10 000 vies, j'ai fait 10 000 choses. Et donc, surtout, si vous posez des questions sur votre avenir professionnel ou que vous dites faut absolument que je fasse un truc, je sais pas quoi, je vais pas y arriver, etc. Venez me parler aussi parce que franchement, moi, j'ai pris vachement de recul sur ça. C'est, voilà, s'il faut changer, je change. Si ça me plaît, je reste dans ce que je fais. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ouais, un jour on trouve un alignement, mais je pense qu'on peut pas le contrôler, quoi. Je pense que, de toute façon, je pense qu'il y a peu de choses qu'on contrôle dans la vie et faut rester dans son énergie, dans le moment présent et les bonnes choses viendront à vous, quoi. Ok, c'est le ton mot de la fin. On va se laisser sur ça. Je te remercie beaucoup, Destana. Merci beaucoup, Christophe. Il y a encore plein de sujets où j'ai pas pu te cuisiner. Ouais, est-ce que je peux rajouter, on fait des annexes de podcast, ça existe. Non, mais tu repasseras et je te réinviterai. Merci à toi, Destana. Merci. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.